Donc ce texte est issu d'un message que j'ai reçu d'un chat il y a quelques années et qui est mort étranglé à l'âge de 4 mois. Et en fait, son humaine m'expliquait qu'elle voulait toujours lui éviter tous les accidents possibles, qu'elle pensait à tout, et voilà. Donc elle était anéantie par son décès, parce qu'elle se sentait responsable en fait. Donc ce texte est particulier parce qu'il retrace bien, enfin il résume à lui tout seul un petit peu les messages que je peux avoir avec des êtres qui ont des âmes qui sont extrêmement évoluées et qui sont incarnées auprès de nous en animal. Donc Lola, il s'appelait. J'étais là pour lui montrer la lumière qui est en elle et qui doit l'éclairer. La lui transmettre à travers moi est un message de paix envers elle-même. On ne peut pas être responsable de tout. On ne peut pas tout contrôler. Les imprévus font partie de la vie. Ce qui l'empêche de vivre, ce sont ces imprévus qu'elle veut condamner. Empêcher cela, c'est bloquer la vie. Ma pendaison était pour lui montrer que cela lui bloque tout, étrangle, étouffe. Je ne suis pas venue pour être avec eux, je suis venue pour lui transmettre ce message de paix. Qu'elle arrête de bloquer la vie qui coule en elle en voulant la juguler. Et tout viendra vers elle, l'amour d'elle-même en priorité et le reste suivra. Je n'ai pas souffert, je suis heureux par nature, je suis un être lumineux, directement relié à la lumière de l'amour inconditionnel. Cette incarnation n'était pas une étape dans mon évolution, mais une étape dans son évolution à elle. Je ne reviendrai pas avec elle, il n'y a aucune nécessité à cela, ne pas nourrir d'espoir en vain. Ce qui s'est passé restera et demeure. La seule chose que l'on peut changer est sa façon de le comprendre et de l'appréhender. Je suis venue lui transmettre un message de vie et non de mort, qu'elle le comprenne, c'est important. Je suis aussi venue la soulager de quelque chose de plus important dans sa vie. Sa douleur, sa pesanteur face aux événements qu'elle n'a pas pu gérer, mal vécus, mal anticipés. Laisser couler la vie en soi, c'est vivre tout simplement. L'accepter est un pas vers l'humilité de ce que l'on ne peut pas changer. Vivre opposé au passé, c'est un peu mourir de ne pas s'autoriser à vivre. Elle doit le comprendre. La vie est un risque. S'autoriser à vivre, c'est prendre des risques. Sans cela, on reste figé, pendu par ses peurs étouffantes. Pas de reproches, pas de colère, pas de culpabilité. Tout a été comme prévu. Déroulement parfait, sans aucune condition. Je venais pour cela, mon départ était nécessaire. Et à ce stade de la communication, je me suis permis de lui demander « Qui es-tu, Lola ?» Et voici ce qu'il m'a répondu. « Je me suis élevée il y a bien longtemps. Maintenant, je viens vers vous, humains, pour vous faire réaliser ceci. Manger, boire, bouger, respirer, aimer, au sens auquel vous l'entendez. Tout cela est nécessaire à la vie physique, mais l'esprit n'est pas comblé. Tant que vous ne ferez que cela, vous vivrez comme des plantes pour la plupart d'entre vous, alors qu'attendez-vous pour vivre enfin? Entrer dans le vide de la vie et faire le plein en soi. Le vide est l'inconnu, vide à remplir de la richesse des expériences de cet inconnu qui vous effraie tant. Plein de sagesse et d'infini de l'âme, votre âme vous crie de prendre des risques pour vivre enfin. Osez vous jeter dans l'eau de la vie sans condition. Sortez de vos chaînes qui vous emprisonnent et vous retiennent pour avancer vers l'éveil de votre conscience. Faites-le avec amour et humilité. Amour de vous-même en premier et l'amour de tout ce qui est à l'extérieur de vous viendra en suivant. Qu'elle fasse confiance, car sans cette confiance en la vie et en elle-même, en vous-même, vous n'arriverez à rien, juste à vivre comme des plantes qui se déplacent et parlent pour justifier leurs conditions de plantes, avec un regard sur celles-ci fondé sur des peurs et des a priori bien hérités, des a priori hérités de vos ancêtres bienveillants, mais dangereux par leur mauvais conditionnement. La vie, ce n'est pas cela. Je suis un ange de lumière, j'éclaire vos parcelles d'ombre. Enfin, marchez dans la vie comme Jésus a marché sur les eaux. C'est votre pensée qui fait tout, ne l'oubliez jamais. Voilà. Alors en fait, ce message aussi est intéressant à ce titre-là, c'est que beaucoup de personnes, quand il arrive des accidents comme ça, sont dans la culpabilité. Voilà. Alors souvent, ce sont des âmes qui ne se sont pas sacrifiées du tout, mais qui par amour pour nous viennent pour avoir des vies comme ça. Comme il dit, je ne suis pas venue pour moi, je suis venue pour elle, pour nous aider. Ce n'est pas un sacrifice pour eux.
C'est au contraire, ils font ça avec amour, donc ça reste dans le positif, c'est absolument pas négatif. Ce qu'il y a de négatif, c'est de rester bloqué sur le fait que c'est un accident, qu'on est responsable, qu'on est coupable, que non, pas du tout. Pas du tout. Il faut vraiment arrêter de croire et de voir les choses de cette façon-là. Il nous amène vraiment vers une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur et une autre compréhension. Ça n'a rien à voir. Ouais, ce sont des chimpanzés qui ont été étudiés par des chercheurs et des scientifiques qui ont vécu carrément avec eux. C'était dans les années 60 aux États-Unis. Alors il y en avait une qui s'appelait Coco, il y en avait un qui s'appelait Coco et l'autre s'appelait, je sais plus. J'en parle dans le livre en fait. Mais en fait, ce sont deux chimpanzés à qui on a appris le langage des signes. Et comment elle s'appelle? Bon, c'est pas grave. Donc c'est très intéressant parce que la femelle chimpanzé, justement, elle a appris le langage des signes très très vite. Je crois qu'elle connaissait 250 signes, quelque chose comme ça. Et quand elle a eu un petit, bon, elle l'a perdu. Malheureusement, elle a été pleine, elle a perdu le petit. Elle a très très mal vécu. Et du coup, on lui en a trouvé un autre qu'elle a adopté et elle lui a appris le langage des signes. Et quand l'humain avec qui elle vivait, qui l'étudiait, partait trop longtemps, il la laissé trop longtemps seule, elle l'appelait le sale Roger. Et quand il fumait, elle lui demandait un peu de fumée chaude. Elle voulait fumer, en fait. Ouais. Donc c'est intéressant parce que, et à la fois... bon, vous couperez. Hein. Ce qu'il y a d'intéressant au niveau du langage aussi, ce sont les perroquets. Moi, par exemple, le mien, il m'impressionne tous les jours. Encore il y a quelques jours, je lui ai donné une fraise. Et il a pris la fraise comme ça, il l'a regardée, il a fait « c'est quoi ça ?» Il a goûté, il a fait « c'est bon ça !» Excellent. Il m'a regardé, il a fait « merci ». Mais moi, il m'impressionne tout le temps. Je me dis « bon, ok, qui répète, je veux bien. Mais qui sache utiliser les mots à bon escient, c'est quand même incroyable. » C'est un truc de fou. Il y a des expériences qui ont été faites, comme quoi ils sont très télépathes avec nous aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient mis à un moment donné une personne, enfin donc l'humaine du perroquet dans une pièce et le perroquet dans une autre. Et on montrait donc à la personne en question une photo, et sans aucune connexion physique, je veux dire. Et le perroquet commentait la photo. Par exemple, la personne regardait quelqu'un au téléphone et il disait « c'est qui te téléphone ?» Et il n'était pas avec elle. Et pareil, ils savaient utiliser les mots à bon escient. Les perroquets sont impressionnants. Les oiseaux, l'intelligence des oiseaux est passionnante. Les corneilles arrivent à fabriquer des outils, les perroquets arrivent à fabriquer des outils aussi pour attraper une cacahuète. Ils sont capables de vous décortiquer un morceau du fauteuil pour aller prendre un petit bout de bois, pour aller chercher la cacahuète au fond de quelque chose. Ils sont capables de vous démonter tout un système pour atteindre une cacahuète, mais en 2 temps, 3 mouvements, vous en êtes incapable, vous humains. Nous, on en est incapable. C'est incroyable. Après, les bécasses, certains oiseaux se font des pansements avec de la terre sur des pattes quand ils se font mal, c'est un truc de fou. Donc c'est pour ça que je dis, c'est hallucinant qu'on pense être supérieur parce qu'on a cette capacité de se parler, de se comprendre à travers des mots. Mais enfin, c'est pas parce qu'une espèce ne parle pas comme nous qu'elle est moins intelligente que nous. Et puis bon, si notre intelligence nous amène à faire les erreurs qu'on a faites, je sais pas si c'est vraiment de l'intelligence. Je sais pas si on peut appeler ça une évolution aussi, quelque part. Alors Hans le Malin, c'est intéressant parce qu'il a suscité beaucoup de questionnements au niveau des scientifiques. C'était au début du siècle dernier, du XXe siècle. En fait, c'est un cheval qui était en Allemagne et son propriétaire était prof de maths, je crois, et il lui a appris tout un tas de choses, mais avec la technique qu'il utilisait avec ses élèves. Et en fait, c'était basé sur la récompense, pas sur la récompense justement, pardon, c'était basé sur la satisfaction qu'il pouvait ressentir lui quand son cheval faisait les choses correctement. Donc il arrivait sur photo à reconnaître des personnes qui étaient dans le public, il arrivait à compter, il arrivait à reconnaître, il arrivait à écrire à travers, en tapant des lettres, enfin bon, il était impressionnant. Donc il a été le sujet d'études, mais alors pendant des années. Malheureusement, la reconnaissance humaine étant telle qu'il a mal fini. Voilà, il a fini pendant la guerre de 14-18 sur un front, il a été tué. Il a revendu derrière. Bon.
Mais après, un autre cheval qui est très intéressant aujourd'hui et qui pour moi est la suite de Hans le Malin et qui suscite aussi beaucoup d'intérêt et de questionnement de la part des scientifiques, et je crois qu'ils font des études sur lui. Et là, on va arriver à quelque chose qui est très intéressant. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est ce qu'on appelle la médiation animale. C'est-à-dire, c'est Peyo. Alors, on en entend beaucoup parler de Peyo. Alors, j'ai eu la chance, pendant que j'écrivais le livre, d'avoir Hassen Bouchakour, son propriétaire, au téléphone, qui m'a parlé de son histoire avec Peyo. En fait, il voulait faire des spectacles avec lui au départ. Et il a acheté que pour ça. Et ce cheval, il a été, mais apparemment au départ, il a été mais en guerre avec lui. Il n'arrivait à rien. Il a essayé tout un tas d'enraînements, pour essayer de le faire se plier, le contraindre à faire des choses qu'il voulait lui faire faire. Et le cheval se mettait en colère systématiquement. Il m'a dit, mais j'ai failli le vendre combien de fois, mais j'en finissais en pleurs, quoi. Et jusqu'au jour où il a lâché. Il a dit ok, ça marche pas, donc du coup il a accepté de le prendre tel qu'il était, et le cheval lui a tout donné. Donc il a fait des spectacles avec lui, il lui a fait comprendre d'entrée, tu me fais confiance, et on ne doit pas être dans une relation de force. Et après, bon, les épreuves de la vie ont fait que il y a eu apparemment quelqu'un de proche qui est parti dans l'au-delà, et Peyo l'a accompagné. Et là il s'est dit, il y a quelque chose à faire avec lui. Et donc du coup, il a commencé à aller dans des EHPAD avec lui. Et alors ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ce cheval décide de lui-même, il est en liberté dans les couloirs, d'aller voir certaines personnes dans leur chambre. Et ce ne sont que des personnes qui ont demandé à le voir, il ne se trompe jamais. Et c'est lui qui fait la séance, il décide quand ça s'arrête. Et selon les personnes qui sont face à lui, il adopte un comportement différent. Donc avec des adolescents qui sont turbulents, psychotiques, il va dormir. Il va fermer les yeux, il va se poser à côté d'eux, il va dormir. Après, il détecte aussi des tumeurs. Il me dit quand il va vers quelqu'un, en général, c'est qu'il y a un problème. S'il commence à lécher une partie du corps, la tumeur est là. Donc il a une connexion avec les humains qui est incroyable. Et là, c'est là qu'on voit que l'animal aussi décide. Enfin, il est vraiment dans l'amour inconditionnel. Il vient, il sait qu'il fait du bien aux gens. Ce cheval, il le sait, c'est conscient. Et il aime ça. Et il me disait, dans la vie de tous les jours, il est froid comme la mort. Et s'il s'intéresse à moi, il me dit, c'est qu'il faut que je me repose. C'est que j'ai un problème. Autrement, il ne s'intéresse pas à moi. Et il ne va que vers les gens qui ont besoin de lui. Et il a fait des petits miracles. Il me racontait une fois, dans une maison de retraite, un EHPAD, il est allé vers une personne qui était dans un fauteuil roulant. Donc c'était un vieux monsieur, et il s'est levé. Et ça faisait des années qu'il ne marchait plus. Donc voilà, et ça c'est en médiation animale, il paraît qu'on le voit très souvent. Mais souvent en médiation animale, ce sont les thérapeutes qui décident de la séance. Mais là, ce qui est intéressant chez Peyo, c'est que c'est lui qui fait tout. Hassen Bouchakour ne fait que l'accompagner, c'est l'accompagnant en fait, c'est tout. C'est ça qui est génial. Et ça remet aussi pas mal en question certaines croyances qu'on a vis-à-vis de l'intelligence animale. Et de ce qu'ils peuvent venir faire avec nous, et de qui sont ces âmes qui s'incarnent. C'est quand même surprenant dans ces animaux-là. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le chien n'est pas que notre meilleur ami, c'est aussi notre ami le plus ancien. De tous les animaux qu'on a domestiqués, ça a été le premier. Alors normalement, on donne une datation qui est de 30 000 ans pour la domestication du loup, qui est devenu qui est l'ancêtre de nos chiens, donc le loup gris, et loups qui sont devenus chiens domestiques. On donne la datation généralement de 30 000 ans, comme je dis, mais il se pourrait que ça pourrait être bien plus ancien. 40-45 000 ans. Donc au moment, comme j'ai dit plus tôt, quand Homo sapiens est arrivé en Eurasie et qu'il a commencé à faire cette alliance avec les loups. Donc c'est cette thèse de Pat Chipman qui est vraiment, moi, je trouve très pertinente, parce que en fait les loups suivaient les camps d'Homo sapiens, parce que quand il tuait, quand Homo sapiens chassait, il laissait une partie, ce qu'il ne mangeait pas, il le laissait sur place, et les loups venaient finir en fait. Et petit à petit, les hommes et les loups se sont rapprochés. Et il y a eu une communication non verbale qui s'est établie entre eux, et comme dit Pat Chipman, c'était deux espèces qui étaient vraiment faites pour s'entendre. Et c'est pour ça que nos chiens, c'est pour ça que le chien est vraiment l'espèce, moi je trouve, qui est la plus proche de nous quelque part, avec laquelle on arrive à tisser des liens aussi forts, et aussi fréquemment, parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on évolue avec eux, c'est ancestral. Je veux dire, cette relation qu'on a avec eux est est devenu tellement fort avec le temps, et il y a une coévolution entre l'homme et le loup en fait.
Et c'est vrai que grâce à eux, on a aussi évolué, alors grâce ou à cause, je ne sais pas, vu ce qu'on est devenu l'homme moderne grâce au loup, oui, grâce à cette domestication-là. Donc après, Homo sapiens a commencé à les élever en gardant les plus dociles avec eux. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est qu'au départ, quand ils ont commencé à chasser ensemble, ça a arrangé tout le monde. Ça a arrangé Homo sapiens, ça a arrangé le loup aussi. Parce que le loup, quand il chassait seul, sans Homo sapiens, il s'épuisait à courir. Enfin, pardon, il prenait des risques lors de l'assaut final, quand il avait épuisé sa proie. Par contre, Homo sapiens s'épuisait à épuiser sa proie. Donc du coup, ils étaient très complémentaires. Les loups épuisaient les proies et l'assaut final était donné par Homo sapiens. Après, ils se partageaient le butin. Et en plus, le loup, au fil du temps, a fini par garder le butin aussi. Et donc, se rapprocher, ça a créé une connexion entre l'homme et le loup tellement forte. Après, ils sont devenus des chiens. Et après, ils n'ont plus jamais quitté l'humain, ça c'est clair. Et c'est aussi grâce à eux qu'on a pu se nourrir. Et à cette période-là, justement, Homo sapiens a eu la nourriture la plus saine que nous n'ayons jamais eue. Ils se nourrissaient donc de noix, de fruits, de viande, beaucoup de protéines carnées. Alors en plus de ça, de la protéine carnée, pas celle qu'on a aujourd'hui, mais d'animaux sauvages. Et malheureusement, ils ont décimé, comme je disais, 60% de la faune, des gros mammifères notamment, et surtout des mammifères. Et d'ailleurs, ils ont aussi... Alors il y en a qui avancent la thèse comme quoi ils ont développé leur cerveau grâce à la graisse animale, pour devenir après de plus en plus évolué. Donc bon, voilà, il y a eu une coévolution, ça ne peut pas le nier, et c'est vrai que je trouve dommage qu'on n'en parle pas davantage, parce qu'on doit énormément aux animaux dans notre évolution. Notre évolution est liée à eux, ça c'est clair, net et précis. Il n'y aurait pas eu d'animaux sur Terre, je ne sais pas comment on aurait fait. On ne serait que quelques milliards, je pense, quelques milliers, c'est tout. Quelques millions, allez, à la rigueur. Mais voilà, on a réussi à se reproduire, on a connu une démographie telle, mais tellement importante. Je veux dire, si on n'avait pas eu cette domestication du loup là à la base et les domestications des animaux après, on n'aurait pas eu cette démographie là. C'est pas vrai. Donc c'est vrai qu'on a évolué avec eux, ils ont évolué avec nous, on les a modifiés génétiquement en les domestiquant après pendant la sédentarisation, lors de la révolution agricole. Mais je veux dire, on est aussi nous, on a été génétiquement modifiés par eux. On a changé aussi à leur contact. C'est quand même fou aussi parce que cette relation affective ne date pas d'hier, étant donné qu'on a retrouvé dans des tombes natoufiennes des animaux enterrés avec leur maître. Des chiens, des chats, notamment des chiens. Donc c'est intéressant de savoir aussi que le chien est non seulement notre meilleur ami, mais aussi notre plus ancien ami. Étant donné que alors les datations qu'on donne pour la domestication en général, c'est date de 30 000 ans, mais selon la thèse de Pat Chipman, donc cette paléoanthropologue qui est aux États-Unis, qui avance la thèse de cette alliance entre l'homme et le loup, donc cette datation remonterait plus loin, à 40-45 000 ans, quand Homo sapiens est arrivé d'Afrique en Eurasie, et quand il a réussi à s'implanter. Parce que justement, ce qui s'est passé, c'est que le loup suivaient les meutes de loups suivaient Homo sapiens lors de leur chasse. Et quand ils mangeaient leur butin, ils en laissaient toujours un peu. Et les loups se servaient derrière. Donc petit à petit, il y a eu un rapprochement qui s'est créé entre les deux, ce qui a fait que petit à petit, ils ont commencé à créer une communication non verbale et l'alliance s'est créée là. Et donc, comme ils étaient très complémentaires au niveau de la chasse, parce que Homo sapiens, à force de courir après ses proies pour les épuiser, s'épuisait lui aussi, et que le loup, lors de l'assaut final, lui, prenait des risques, du coup, ils se sont associés de façon à ce que le loup épuise les proies et que l'assaut final soit donné finalement par Homo sapiens. Après, ils se partageaient le butin et au fil du temps, les loups ont commencé à protéger le butin, à protéger le campement. Ils se sont rapprochés des humains et ils sont devenus, après petit à petit, ils ont commencé à les élever, nos chiens domestiques. Et c'est marrant de voir qu'il y a eu des tombes qu'on a retrouvées il y a 15 000 ans à peu près, donc de personnes enterrées avec leurs chiens. Donc ce qui prouve qu'il y avait déjà un lien à cette époque-là affectif entre eux. Donc il y a eu une coévolution, c'est clair. Malheureusement, on en parle très très peu entre l'homme et l'animal, et notamment à travers cette domestication du loup, qui nous a énormément apporté, parce qu'à cette période-là, justement, ça a été la période où Homo sapiens a eu la meilleure nutrition possible. Je veux dire, il mangeait beaucoup de viande, beaucoup de graisse animale, ce qui lui a permis apparemment, d'après ce que disent certains scientifiques, de développer son cerveau.
Il a pu développer notamment l'aire de Broca, qui est l'aire qui permet justement dans le cortex cérébral le langage articulé. Donc c'est à partir de là aussi qu'il a commencé à parler. Et quand il a parlé, ça a changé beaucoup de choses. Ça a apporté presque autant que la découverte du feu. Le feu, ça lui a permis aussi de cuire la viande, de la rendre plus digeste. Donc tout ça, ça a contribué. Et surtout, malheureusement, bon voilà, comme je disais, il a détruit 60% de la faune, et notamment les gros mammifères et tous les mammifères qui croisaient. Mais de notre côté, c'est vrai que ça lui a permis, alors est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, vu ce qu'on est devenu, de devenir l'homme moderne qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que comme avancent certains scientifiques, effectivement, s'il n'y avait pas eu les animaux sur Terre, on ne serait que quelques millions, pas plus. Voilà, ils nous ont énormément apporté, on en parle peu, on leur rend pas trop le tribut de tout ce qu'ils nous ont apporté, parce que franchement, je pense qu'on les mérite pas. Et quand je vois ce qu'on en fait aujourd'hui avec l'élevage abusif, intensif qu'on fait et tous les ravages que ça peut créer sur Terre, c'est impressionnant, parce que ça reste pas que dans la maltraitance animale. Je veux dire, ça va bien plus loin que ça. On le sait aujourd'hui. C'est pas la peine d'en reparler parce que bon, quand on voit qu'il faut pour 1 kilo de protéines carnées, je crois 15 000 litres d'eau, pour 1 kilo de riz, il faut 2000 litres d'eau, quelque chose comme ça. Enfin, c'est incroyable. Il faut 10 kilos de protéines végétales pour 1 kilo de protéines carnées. Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme, quoi. 30% des terres immergées qui sont réservées à l'agriculture pour justement nourrir ces bêtes-là ou faire des pâturages. 70% de la forêt amazonienne qui a été décimée pour faire des pâturages. Enfin, on rentre dans les fermes de 40 000 vaches ou 30 ou 10 000 vaches. Bon, on rentre dans des extrêmes aujourd'hui qui sont tels que, bon, on va pas en reparler, on en parle assez dans l'actualité, mais c'est quand même des chiffres qui sont éloquents. Mais voilà, donc maintenant, c'est vrai que l'animal nous a énormément apporté tout au long de notre évolution. Il y a eu une coévolution avec eux qui est flagrante et qui est aussi valable pour les autres animaux qu'on a domestiqués. En les domestiquant, on les a génétiquement modifiés, mais ce qu'on ne sait pas ou auquel on ne pense pas assez, c'est qu'ils nous ont aussi génétiquement modifiés. On s'est modifié à leur contact, ça c'est clair. Alors, on a créé beaucoup de races de chiens. Je pense que c'est parce que le chien a beaucoup d'aptitudes et donc du coup, on l'a scindé. Je pense qu'au départ, les races ont été créées en fonction des aptitudes qu'on voulait trouver chez le chien. Donc, ils ont été sélectionnés pour plusieurs utilités. Ça pouvait être des chiens d'attaque, ça pouvait être des chiens de protection pour les troupeaux, ça pouvait être le chien de compagnie. Voilà, des chiens. On peut tellement demander. C'est vraiment l'espèce à qui on peut demander le plus de choses. Ils peuvent trouver de la drogue. Maintenant, on voit qu'ils peuvent détecter des crises d'hypoglycémie, d'épilepsie, ils détectent des tumeurs. Enfin, on peut, je crois, tout demander à un chien. C'est un animal qui est tellement intelligent. Mais c'est vrai que, bon, il y en a d'autres, mais à la fois, il est tellement proche de nous. C'est ce lien avec nous, je pense, qui fait qu'on peut vraiment lui demander énormément de choses. Après, il y a eu le commerce, évidemment, qui a fait que, bon, forcément, l'appât du gain, a fait que voilà, on a de plus en plus élevé pour on a de plus en plus créé de races. Mais de toute façon, on a créé beaucoup de races aussi au niveau des chats, je veux dire. Après, on leur a pas fait de mal, quelque part. C'est vrai, et maintenant, on trouve des chiens, on en a pour tous les goûts, voilà, c'est tout. Bon, je ne sais pas si on peut porter un jugement négatif ou positif par rapport à ça. C'est comme ça, je ne pense pas que voilà, ça les a peut-être dénaturés d'un certain côté, mais bon, je pense que s'ils sont bien traités derrière, on n'a pas fait de mal aux chiens quelque part. Après, il reste les croisés. Moi, j'en ai un, c'est celle qui me suit partout. C'est une croisée labrador cortal. On l'appelle le cerveau. Elle est d'une intelligence absolue. C'est vrai que ces chiens-là sont plus résistants que les autres. C'est vrai que, bon, par contre, en créant des races comme ça, on a créé aussi des problèmes de santé. Ça, c'est vrai. Ça, oui, pour certaines races, il y a certaines races qui ne peuvent même pas se reproduire sans insémination. Et les mises bas sont pas possibles, ce sont des césariennes. Donc ça, c'est complètement créé, c'est artificiel, voilà. Je porterai pas de jugement là-dessus, c'est comme ça. Bon, voilà, c'est un petit peu l'hérésie de l'humain. L'être humain reste ce qu'il est, on va pas le changer, ça c'est clair. Après, maintenant, aujourd'hui, pour en revenir à la question du côté végétarien,
C'est vrai que quand on ouvre sa conscience, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin d'autant de protéines carnées que notre ancêtre il y a 40 000 ans pour développer notre cerveau. On a peut-être besoin d'une vibration plus élevée que d'une vibration d'un animal mort, parce que ça reste quand même une vibration très basse. D'autant que nous ne mangeons pas la même viande qu'il y a 40 000 ans. 45 000 ans, nous mangeons une viande qui est quand même issue d'élevage intensif, qui deviennent complètement aberrants avec des fermes de 10 000, 20 000, 40 000 vaches ou je ne sais pas combien. Je vois que même la Chine maintenant s'y met parce qu'ils commencent à boire du lait. À savoir quand même qu'à ce propos, quand Homo sapiens était nomade, il n'avait aucune maladie. Quand il a commencé à se sédentariser et à changer son alimentation, à manger plus de céréales, notamment le blé, puisqu'il s'est sédentarisé pour cultiver le blé. Ça, c'est ce qu'on appelle la révolution agricole qu'on nous a fait passer comme quelque chose d'extraordinaire, une évolution extraordinaire, mais pas du tout. On a perdu beaucoup de choses, on a gagné des choses, mais je ne suis pas certaine que ce qu'on a gagné en se sédentarisant soit supérieur à ce qu'on ait perdu, notamment la liberté. Voilà, parce qu'après, quand ils se sont sédentarisés, quand même, il faut savoir qu'ils ont connu les glissements de disques, les hernies, les entorses, l'arthrose est arrivée, ils ont commencé à boire du lait, ils ont commencé à avoir des caries, des problèmes de carence, d'anémie. Donc je veux dire, alors qu'avant, quand il était nomade, Homo sapiens n'était absolument pas malade. Après, il y a eu peut-être, effectivement, en créant ces campements, puis qui sont devenus des villages, puis des villes, puis des empires, qui ont profité bien sûr à une élite qui a commencé à naître. Voilà, il y a eu des excédents de culture qui ont commencé à profiter, non pas à tous, mais à une certaine élite, et c'est ça qui l'a fait naître, qui l'a créé. Bon, non, on connaît le schéma par cœur puisqu'on le vit tous les jours, mais ça a commencé comme ça. Et ça, moi, j'ai appuyé ma thèse sur celle de Yuval Noah Harari, que je trouve génial parce que voilà, son livre Sapiens, je l'ai trouvé mais extraordinaire. C'est une manne. Je veux dire, il a enfin parlé de l'histoire comme on aurait toujours dû nous en parler. Moi, je me suis aperçue en faisant mes recherches pour mon livre que justement, on nous a raconté ce qu'on a bien voulu nous raconter, et l'être humain se raconte l'histoire l'histoire à laquelle il a envie de croire pour se mettre en avant. Mais la véritable histoire, quand on la décortique, elle n'est pas comme ça. C'est pas vrai. Donc pour en revenir au côté végétarien, c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'on a peut-être plus besoin d'une alimentation qui alimente nos vibrations supérieures et qui nous permettent, parce que c'est très important selon ce qu'on va manger, ça c'est Jésus qui le disait, on est ce qu'on mange, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Donc ce qu'on mange, c'est vrai que si on mange beaucoup de viande, on va peut-être devenir plus agressif. Je pense qu'on mange de la colère, je pense qu'on mange, déjà il y a les vaches qu'on mange aujourd'hui, beaucoup sont issus donc, de l'industrie laitière. Donc toute leur vie, elles vont avoir des veaux qu'elles ne vont même pas allaiter, qui vont partir à l'abattoir, on va leur prendre leur lait, et après pour les remercier, on va les manger. Donc si vous voulez, c'est une vie extraordinaire. Comme elles vont être entassées les unes sur les autres, on va les bourrer d'antibiotiques. Pour les faire grandir plus vite, on va les bourrer d'hormones de croissance. On va manger ça, on va manger cette frustration, on va manger cette tristesse, ce désarroi. Comment vous voulez que d'ailleurs on aille bien ? Ça ne peut pas nous aider à ouvrir notre conscience non plus. Je veux dire, on va manger des vibrations basses. Donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, comme les consciences sont en train de s'ouvrir, que des vérités sont en train aussi d'apparaître au niveau de tous ces chiffres qu'on sort aujourd'hui, tout ce problème écologique que ça peut engendrer sur la Terre, on prend conscience du fait que le fait d'avoir un steak dans l'assiette entraîne des conséquences en chaîne, l'effet papillon, sur la planète, incroyable. On ne se rend pas compte, si on ne se penche pas là-dessus, du fait de la responsabilité qu'on a avec notre fourchette. Ce qu'on mange aujourd'hui va déterminer ce qu'on va faire demain, ce qu'on va devenir quelque part. C'est même pas quelque part, c'est certain. Je pense qu'il y a une responsabilité à avoir au niveau de l'alimentation aujourd'hui qui est nécessaire, et ça me paraît être d'une logique implacable. Donc oui, je pense que les végétariens, je ne suis pas une ayatollah de l'alimentation, je ne dirais pas qu'il ne faut plus manger de viande. Je pense qu'il y a des gens peut-être effectivement qui ont des organismes qui ne peuvent pas s'en passer. Non, il ne faut pas non plus rentrer dans la frustration. Si on a envie d'un steak, on peut en manger un de temps en temps, pourquoi pas, mais il faut sélectionner sa viande, il faut être responsable de ce qu'on mange. Donc aujourd'hui, on a quand même les moyens, si on veut sélectionner sa viande, de la sélectionner, d'aller la chercher chez des petits producteurs. Ça demande plus de temps peut-être, ça demande plus d'énergie, ça demande d'en manger moins, ça demande de manger d'une façon responsable et consciente. Voilà, remercier l'animal qui est dans notre assiette, c'est la moindre des choses, d'avoir donné sa vie pour pouvoir nous nourrir. Ça aussi, ça permet d'augmenter la vibration de la viande qui est dans l'assiette. Il faut savoir quand même qu'on mange de la mort, voilà, ce qui n'est pas rien. Maintenant, je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui au niveau de leur biologie ne peuvent pas s'en passer.
Mais voilà, il faut vraiment être conscient de tout ça, il faut arrêter de faire l'autruche, il faut vraiment entrer dans la conscience même au niveau des légumes, des céréales, de tout ça. Il faut vraiment essayer de changer nos habitudes alimentaires, c'est important, c'est primordial. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, avec toutes ces prises de conscience qu'il y a, il y a un marché qui est en train de se créer par rapport à ça, et si on cherche, je suis sûre que tout le monde a dans sa ville ou près de chez lui un commerce qui propose des produits comme ça. Alors c'est sûr qu'on va les payer peut-être un peu plus cher, mais en attendant, on mangera quelque chose qui sera beaucoup plus sain. Donc c'est de notre santé qu'il est question aussi, de la santé de la planète, du respect des personnes qui vont travailler pour nous permettre de manger ces choses-là. C'est équitable. Je veux dire, il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Et quelque part, moi je suis persuadée aussi que selon ce qu'on va manger, on va changer nos pensées. C'est-à-dire que si on accepte de changer notre alimentation pour manger des choses plus saines qui ont été donc cultivées. Alors le bio aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler de bio parce que ça va être très compliqué, mais en tout cas d'une façon autre et sans pesticides, voilà. Je pense qu'on peut aider nos pensées à être plus positives aussi, à être moins dans la colère, moins dans des vibrations basses et réussir au moins à s'élever un petit peu parce que c'est vrai que je me rends compte que des gens qui mangent beaucoup de viande sont souvent agressifs, j'avoue. Oui, on mange de la colère. Oui, la cellule a une conscience, apparemment il y a eu des recherches qui ont été faites. Selon le substrat sur lequel elle va se trouver, elle va changer, en fait, elle va muter, on va dire peut-être, muter, mais en fait les scientifiques seraient mieux placés que moi pour en parler, les biologistes notamment, mais c'est en fait, la cellule va, si elle se retrouve sur un substrat dur, elle va devenir une cellule osseuse. Par exemple, si le substrat est mou, elle peut devenir un neurone. Voilà. Donc ce qui voudrait dire que la cellule pourrait avoir effectivement une conscience propre et un sens du toucher. Et moi je suis persuadée, ce corps est composé de milliards et de milliards de cellules qui ont leur vie, indépendante de la mienne. Et c'est pour ça qu'on en arrive à l'évolution qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que si on accepte de suivre la vague, donc je parlais tout à l'heure, donc de monter en vibration dans nos pensées, dans ce qu'on mange, dans tout ça, ce qu'on fait dans notre fort intérieur, en fait, nous pencher sur nous, faire une introspection, voir un petit peu où on en est, de nos blessures, parce que nos blessures aussi, ça nous pousse à aller vers des vibrations basses. Donc c'est ça, apprendre à vivre avec sereinement, en paix, être en paix avec soi. Aujourd'hui, je pense que c'est important parce que nos cellules nous le demandent. Et je pense que s'il y a autant de cancers et de problèmes de santé aujourd'hui, le cancer est une révolte. C'est-à-dire que les cellules vont envoyer des petits signaux au départ avec des petits malaises pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel parce que nos blessures nous font souffrir. Et malheureusement, ou heureusement je ne sais pas, mais en tout cas c'est prévu comme ça dans l'évolution, la vie nous représente souvent les mêmes schémas auxquels on va toujours répondre de la même façon si on ne travaille pas sur nous. C'est-à-dire avec de la colère, en tout cas avec des réactions. On va réagir, on va réagir, on va réagir. Et donc à force, on va déséquilibrer notre équilibre intérieur et Bon, la médecine traditionnelle chinoise l'explique très bien avec les méridiens qui vont correspondre à des émotions qui vont... Donc ces émotions vont impacter un organe qui va impacter un méridien. Donc le circuit énergétique, si on l'appelle comme ça, vu qu'on est fait de vibrations et d'énergie, va être perturbé. Donc on va être en vide ou en excès d'énergie. Et à force, ça va faire un déséquilibre. Donc le corps, les cellules vont envoyer justement des signaux pour dire ça va pas. Si on les écoute pas, si on ne s'écoute pas, les signaux seront de plus en plus forts. Et un jour, elles vont se rebeller, cancer, ping. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus vite parce qu'on doit aller plus vite. Les vibrations sont plus rapides, elles sont beaucoup plus élevées, comme je le disais, comme je le dis depuis tout à l'heure, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais c'est vrai qu'on monte en vibration, c'est important de le comprendre parce que nos cellules, elles se fichent de savoir de rester avec nous en fait. Elles peuvent continuer leur évolution sans nous. Donc si on ne veut pas qu'il y ait séparation, donc mort physique, il faut vraiment accepter de vivre avec elles, de prendre conscience qu'effectivement elles ont une vie propre, elles ont une conscience, qu'on peut leur parler. Une cellule qui a été impactée a une mémoire. Elles ont des mémoires. La mémoire cellulaire, c'est important. Donc du coup, on peut apprendre, moi j'apprends aux personnes qui viennent en stage avec moi en développement personnel à communiquer avec elles-mêmes. Parce que comme je dis,
souvent, bon, moi on me contacte surtout pour communiquer avec les animaux, mais comme je leur dis, attendez, avant de communiquer avec un animal ou avec quoi que ce soit d'autre à l'extérieur de vous, apprenez à communiquer avec votre corps, parce que votre corps, c'est par vous que ça va passer la communication. Si vous n'êtes pas connecté à vous-même, vous ne pourrez pas communiquer avec un animal, avec une plante, avec n'importe quoi. Ça va passer par vous, c'est comme si on est comme une radio. Voilà, on va se brancher sur une fréquence, mais si on n'est pas connecté à la radio, on ne va se connecter à rien du tout. Notre corps, c'est la radio. Donc il faut se connecter à la radio. Et la radio, c'est quoi? Ce sont nos cellules, et ça, c'est très intéressant de rentrer. Alors on peut le faire en auto-hypnose, en sophro, en méditation, en état de conscience modifié, et là, on peut communiquer avec nos cellules en introspection, en allant voir, en laissant faire par notre conscience. Notre conscience nous amène toujours là où il faut. Elle sait mieux que nous. Donc on la laisse faire et elle nous amène à un endroit qui a été impacté. Moi, je suis persuadée que quand on a un choc psychologique, ce choc, c'est comme si on vous tirait dessus avec une carabine. Ping, ça va envoyer des balles en fait. Et ces balles vont s'impacter. Donc là, ça crée des déséquilibres. Et avec notre conscience, on peut y aller et voir un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Demander à la cellule comment tu te sens. Qu'est-ce qui se passe? Depuis combien de temps? Qu'est-ce que je peux faire? Donc déjà rétablir ce dialogue, parce qu'on est complètement coupé de nous-mêmes. On n'est pas coupé que dans la division avec le monde extérieur, on est coupé aussi de nous-mêmes. Dans nos sociétés dites développées, on est coupé de tout, et y compris de soi. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de se reconnecter à soi. Comprendre qui on est pour savoir où on va, déjà. Et déjà comprendre que qui on est dans un corps fait de cellules, et ces cellules-là sont importantes à notre vie, c'est primordial. Elles sont primordiales, et si on n'est pas en paix avec elles-mêmes, et si on ne les écoute pas, là on risque d'aller sur un mur, effectivement, oui. Donc on peut très bien manger sainement, faire tout ce qu'il faut, mais si on n'est pas en paix avec soi, on n'est pas du tout protégé d'avoir une maladie qui arrive demain. Après, maintenant, la maladie, ça peut arriver aussi parce que l'âme a choisi de vivre cette initiation. Là aussi, ça, on ne pourra pas l'éviter, même si on fait tout ce qu'il faut. Moi, je suis persuadée qu'il vaut mieux quelqu'un qui est bien en paix avec lui-même, qui est serein, et qui fume, qui boit, Bon, c'est sûr qu'il va provoquer peut-être au bout d'un moment, d'accord, mais il aura peut-être moins de chances de tomber malade s'il est bien avec lui-même et bien dans sa tête que quelqu'un qui est mal dans sa tête et mal avec lui-même, coupé de tout, et qui va manger sainement. Je pense que nos pensées, c'est ce qui fait tout. Tout part de là, et je pense que ce qu'on a créé là, on peut le défaire aussi. Donc ça ne remplace pas des traitements, ça ne remplace pas tout ça, mais je pense qu'associé au traitement, on peut faire des miracles. Si on comprend tout ce qu'on est capable de créer avec notre cerveau, et qu'on peut donc défaire et refaire, si on rétablit cette connexion-là avec nous-mêmes, avec notre conscience, avec notre capacité de création, je pense qu'on peut faire des miracles, effectivement. Oui. C'est pour ça que la sophrologie, tout le mindfulness, c'est extraordinaire. C'est pour ça, le mindfulness, en fait, c'est la conscience, c'est la pleine conscience, c'est des modifications en pleine conscience. Donc on va réapprendre, par exemple, voilà, en pleine conscience, notre sensation, moi, cette sensation de toucher ce livre, voilà, en pleine conscience. Là, si je ne suis pas en pleine conscience, oui, bon, je touche le livre, c'est comme ça. Mais par contre, si je suis en pleine conscience, effectivement, je vais sentir qu'il y a une couverture qui est plus dure, qu'il y a des pages qui sont plus souples. C'est vraiment réapprendre, là, voilà, que ça peut être agréable de le toucher comme ça. Il y a la SMR qui est extraordinaire aussi. La SMR, alors c'est un acronyme, je ne saurais plus vous dire exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est basé sur des sons qui vont capter votre cerveau et l'apaiser. Alors il y a des gens que ça peut énerver, il y en a d'autres que ça va apaiser énormément, que ça va aider à dormir. Voilà, c'est vraiment cette reconnexion, cette introspection, revenir à l'intérieur de soi. On est dans nos sociétés toujours à l'extérieur, tout le temps. Et c'est pour ça qu'on remet toujours la faute sur l'extérieur. On ne se remet jamais en question. Mais c'est vrai que bon, si on est impacté par quelque chose, cette chose-là, si elle nous impacte, elle va peut-être pas forcément impacter quelqu'un qui est à côté, la personne qui est à côté, parce qu'on n'a pas le même vécu, pas les mêmes blessures et pas la même sensibilité. Donc c'est ça qui est intéressant d'étudier, de savoir pourquoi moi je suis impactée et pas l'autre. Pourquoi moi je réagis comme ça et l'autre ne réagit pas. Et après, inversement, moi je ne vais pas être impactée par quelque chose, l'autre va être impacté par ça. Donc voilà, on est tous différents et à la fois... Ces blessures-là, on les a tous. En tout cas, on les a tous vécues plus ou moins. Et c'est le plus ou moins qui fait la différence, en fait. Et on a tous des réactions plus ou moins pareilles. Ah ouais, je voulais en parler. Alors, les procès d'animaux, j'ai trouvé ça extraordinaire. Dans mes recherches, je me suis dit, mais c'est pas possible, jusqu'où on est capable d'aller. Donc, en fait... On a donné le statut de personne à l'animal au niveau juridique, mais ça a été pour le pire en fait, parce que donc du coup, ils pouvaient être responsables de leurs actes.
Et il se trouvait que les cochons, à ce moment-là, on revient encore aux cochons, mais étaient les éboueurs des villages. Donc du coup, c'était eux qui nettoyaient les villages, parce qu'il n'y avait pas d'éboueurs, forcément. Donc les gens laissaient les détritus devant la porte, et eux passaient derrière, ils mangeaient tout. Seulement, il arrivait que parfois, il y ait un bébé ou un nourrisson qui traîne, et là, malheureusement, il pouvait être ou mangé par une truie, ou alors blessé, quoi. Donc du coup, il y avait un procès qui était... il y avait un procès avec la truie et qui était donc amené en place publique, jugé, et avec toute une assemblée de cochons devant pour leur montrer l'exemple et leur dire, voyez, regardez, là, il ne faut pas le faire parce qu'elle va être pendue en place publique. Et elle était pendue sur la place publique. Et après, il pouvait y avoir des charançons qui pouvaient être excommuniés parce qu'ils avaient ravagé toute une récolte. Voilà aussi. Dans quel monde on vit? Je crois que plus personne ne voit personne, et je crois que plus personne ne se voit soi-même. En fait, on est dans la vitesse, tout doit aller vite. On a des moyens incroyables de communiquer. Aujourd'hui, on n'a jamais été autant dans le manque de communication. Il n'y a jamais eu autant de personnes seules. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus d'animaux, je pense, aussi dans les foyers. Et on peut être seul à plusieurs aussi. Les gens ont peur, comme je le disais, ont peur des autres, et ils se protègent derrière un écran maintenant. Donc ça, c'est très facile de communiquer en étant protégé par un écran. Mais après, ils peuvent avoir des milliers d'amis Facebook, mais ils en connaissent combien? Et est-ce qu'ils ont envie vraiment de les connaître? Donc c'est souvent un ego qu'on va aussi nourrir avec ces réseaux sociaux-là, en ses talents, en parlant de sa vie. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Mais je pense que ça peut faire du bien aussi à certaines personnes de passer par là et qui ne seraient peut-être pas capables de rentrer dans la communication. Ça reste quand même un moyen de communication. Avec l'autre, s'il n'y avait pas ce moyen-là, ça peut peut-être en aider certains, effectivement. Mais après, c'est vrai qu'il y a de la cyberdépendance, ça peut être très dangereux. Le monde dans lequel on vit, il est bourré de contradictions. Il est en perte de sens complet, perte de valeur, malheureusement. Je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même, je trouve dans nos sociétés développées, on a beaucoup de choses. Nous, en plus, on est en France, on est dans un pays qui est magnifique. Oui, le problème qu'on a aussi dans cette société, c'est qu'on est complètement coupé de la nature. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il y a plus de gens qui vivent dans les grandes villes qu'en pleine campagne. Donc du coup, déjà que c'est pas évident de se reconnecter à soi, si en plus on ne passe pas par la nature pour ça, c'est quand même, on est, comme je disais, dans un corps biologique qui appartient à la Terre quelque part. Donc si on n'est pas ancré, et c'est vrai que le bitume... tout ce qui est dans les villes, c'est des matières mortes bien souvent. Donc c'est pas facile de s'ancrer. Et c'est vrai qu'on est une civilisation de gens qui ne sont pas ancrés. Donc quand on n'est pas ancré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas connecté à la Terre. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça veut dire qu'on va pomper sur notre énergie et on va pas prendre l'énergie de la Terre. Et on va pas pouvoir laisser partir les énergies négatives dans la Terre. Donc ça aussi, ça contribue à nous faire baisser en vibration. C'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus quand même de gens qui prennent conscience qu'il faut revenir un petit peu à la terre, dans la campagne, marcher pieds nus dans l'herbe, faire des méditations, apprendre à s'ancrer, voilà. Mais oui, non, c'est vrai qu'on est dans une société. C'est ça aussi, c'est qu'on est dans une société où on aurait tout pour être heureux quelque part. C'est vrai, on n'a jamais eu autant d'avantages sociaux, il faut le dire. On est en France, on a la chance d'être en France. C'est quand même une grande chance. On se plaint en permanence. Le français se plaint tout le temps. Vous êtes à l'étranger, on passe pour des extraterrestres. Ils ne comprennent pas qu'on se plaigne comme ça. On a des avantages sociaux qui sont quand même énormes. Même si on nous les enlève régulièrement un petit peu, il nous en reste quand même. On est parti avec beaucoup d'avantages. On est dans un pays qui est magnifique, on est dans un pays où on mange très bien. Alors certes, notre alimentation en France est basée sur la viande, donc c'est bien dommage, mais c'est vrai qu'on a une cuisine extraordinaire en France, on est connu pour ça. On a des monuments magnifiques, on a des villes magnifiques, on a des campagnes magnifiques, il y a un biotope complètement différent, enfin il y en a pour tous les goûts. La France est un super pays, on est tout le temps en train de se plaindre, on ne le voit plus. On a cette chance-là, donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier. Il faut vraiment être dans l'humilité. Et moi, je trouve que c'est bien dommage que l'être humain perde cette notion d'humilité. On n'en parle jamais de l'humilité. Et je pense que c'est la première des valeurs qu'on devrait essayer de récupérer. Parce que bien souvent aussi, face à la mort, on n'est pas humble. Et la mort fait partie de la vie, elle est naturelle, quelque part aussi. Même si elle est accidentelle, elle a toujours un sens. Il faut être humble dans le sens
accepter qu'il y a des choses, comme disait Lola, qu'on ne peut pas changer, être dans l'humilité des choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Il faut rester humble par rapport à toutes ces volontés de l'ego et revenir vers quelque chose de beaucoup plus simple, l'authenticité, la simplicité. Et c'est vrai qu'on est toujours, et c'est cette société aussi qui nous entraînait à être comme ça, à vouloir toujours plus, à être des insatisfaits permanents. Mais non, il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Parce que ce qu'on a, c'est déjà énorme. On n'est pas né dans un pays où on est en... C'est vrai qu'il y a de plus en plus de pauvreté en France, mais il faut le ramener à certains pays aussi. Il faut regarder ce qui se passe autour de chez nous. Il y a bien pire que ça. Il y a bien pire que nous. Je veux dire, on aurait pu naître dans des pays en guerre en permanence, où il y a des infanticides, je veux dire, bon, ça va, quoi. Je veux dire, la France, on est quand même des nantis. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas l'oublier. Il faut vraiment être conscient et dans la gratitude de ça. Parce que vraiment, on a choisi, parce qu'on choisit quand même le pays où on va vivre, comme on choisit sa famille, son prénom, ses parents. On a choisi vraiment un beau pays. En fait, quand on se sent différent, souvent on se sent inférieur. Moi, c'est le problème que j'ai eu enfant et adolescente. Et jeune adulte, et même adulte après, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que cette différence pouvait être une force. Il faut vraiment réussir à comprendre que c'est pas parce qu'on est différent que souvent la différence d'ailleurs entre humains est considérée comme quelque chose d'inférieur parce que l'humain n'aime pas la différence. Mais à la fois, il faut vraiment comprendre que c'est cette différence qui nous a amené à être la personne qu'on est, hypersensible peut-être, avec ses défauts, avec les défauts de cette sensibilité-là, d'accord, avec une perception des choses différentes, une conscience différente. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une force. Aujourd'hui, c'est, comme on dit, les derniers seront les premiers. C'est clair que cette capacité que nous amène cette hypersensibilité va être une force dans le sens où ça va nous permettre de nous connecter plus facilement aux choses auxquelles on doit se connecter aujourd'hui, aux informations qu'on doit recevoir, et pour les assimiler, ça sera beaucoup plus simple aussi, je pense. Si ça a été un handicap jusqu'à maintenant, je pense qu'aujourd'hui, ça sera un avantage. Et c'est cette force-là qui va vraiment faire la différence aussi. Et je suis bien contente que d'ailleurs le livre ait été sélectionné parmi les 7 livres pour le prix littéraire en fin d'année dernière, 30 millions d'amis, qui est considéré comme le prix littéraire Goncourt pour les livres qui parlent d'animaux. Parce que ce livre véhicule tellement d'informations sur les animaux et sur cette ouverture de conscience, justement, et ces prises de conscience qu'on doit avoir. Je trouve que c'est un message qui est tellement important à divulguer. J'ai été vraiment contente que ce jury-là l'ait sélectionné, parce que ça prouve qu'il y a quand même aujourd'hui une demande par rapport à ces prises de conscience, à ces informations-là. Et je l'avais écrit bien avant que Nicolas Hulot parte du gouvernement et que tous ces problèmes d'environnement prennent le pas sur l'actualité et qu'on commence à divulguer certains chiffres et que ça commence à devenir vraiment prépondérant. Voilà.